Voici la conférence de Michel Drac qui nous a fait le plaisir de tenir une conférence le dimanche 18 septembre 2011 sur l'antenne du Libre TeamSpeak. Libre TeamSpeak est un projet qui en est à sa deuxième saison déjà. C'est un projet dans lequel nous souhaitons donner la possibilité donc sur Internet via le logiciel TeamSpeak, donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir autant que faire se peut. Et donc les conférences se déroulent tous les dimanches soirs à 21 heures. Parmi les prochains intervenants, nous aurons Omar Djelli le dimanche 25 septembre, Étienne Chouard également le dimanche 2 octobre. Nous aurons également le plaisir de vous concocter un petit libre journal pour la troisième édition du libre journal le 9 octobre, toujours le dimanche donc. Et le 16 octobre, nous devrions recevoir Franck Abed, qui nous a déjà fait le plaisir de tenir une conférence sur notre antenne. Voilà. Je vous présente Michel Drac pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Michel Drac a écrit de nombreux livres et s'est fait connaître sur Internet depuis quelques années. Il a écrit Tapis de bombe, par exemple, C'est franc, La question raciale, G5G, Crise économique ou crise de sens, ainsi que Crise ou coup d'État. Je vous avertis de quelques petits problèmes techniques dans les 9 premières minutes, mais à partir de la 10e minute, vous aurez un son qui devrait vous satisfaire. Bonsoir. Je vous propose de faire un rapide tour d'horizon pour ouvrir le débat. Ça sera très court, je ne vais pas vous assommer avec de la technique financière. On va simplement résumer la situation de ce qui est convenu d'appeler la crise, sans entrer dans les détails. On pourra entrer dans les détails si vous le suivez ensuite dans les questions. Alors, la première chose qui me paraît aujourd'hui de plus en plus claire, c'est que la crise actuelle n'est pas une simple crise d'ajustement. Ce n'est pas une crise comme il y en a eu par le passé, à la fin des années 50, dans les années 70 ou en 1993. C'est autre chose. Je crois que selon les points de vue, selon le niveau de réflexion où on se situe, on peut regarder cette crise soit comme l'effondrement d'une civilisation, tout simplement, soit comme un coup d'État, ou, si on monte au niveau des interprétations, à mon avis, les plus hautes, comme une crise du sens, peut-être sans précédent dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on parle d'effondrement civilisationnel, j'ai presque envie de dire d'ailleurs religieux, parce que ce qui impose en fait c'est une religion. Ce qui est en train de se passer, c'est que depuis la mort progressive des religions traditionnelles, nous étions rentrés dans une civilisation qui était appuyée sur une religion qu'on pourrait définir comme la religion du progrès, une religion qui annonçait que l'humanité fabriquerait elle-même le millénium, fabriquerait elle-même l'âge d'or, par la technoscience, par le développement quantitatif indéfini. Je crois que c'est ce qui, en ce moment, commence à s'écrouler sous nos yeux. Si on perçoit maintenant cette crise comme un coup d'État, on pourrait définir ce coup d'État comme une attitude obligée de la part des classes dirigeantes de la civilisation qui est en train de mourir. Ces classes dirigeantes, elles se définissent elles-mêmes comme des élites. Alors on va employer des mots, vous le mettrez entre guillemets chaque fois que je l'emploierai. Ces élites, donc, vont tenter de sauver leur rêve de progrès indéfini vers le millénium. Mais la nouveauté, c'est que jusqu'ici, le rêve était présenté au moins comme un rêve fait par toute l'humanité.
on voit que ça n'est pas possible. Alors ce qui va se passer, c'est que ces entités vont essayer de poursuivre le rêve en le restreignant à une seule, à une minorité du haut de la structure sociale, des gens que quelqu'un comme Jacques Attali appelle les hypernomades. Et puis il y a une troisième façon d'interpréter cette situation, dans une interprétation encore plus haute. On peut penser cet effondrement comme une sorte d'apocalypse, une révélation. La révélation du fait que la volonté de construire le sens dans et bien cette volonté dissimulait l'incapacité de se confronter à la mort de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut regarder la crise du sens, si vous voulez, comme la révélation du fait que, en fait, on n'a jamais vraiment construit un sens cohérent, et que ce qui s'écroule en ce moment à travers la civilisation, c'est une illusion, pour ne pas dire un mensonge. Voilà, à mon avis, les trois grandes façons de poser le problème. Effondrement civilisationnel, coup d'État ou crise du sens. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette crise, plutôt cet effondrement, a commencé en réalité depuis plusieurs décennies. La réalité de cet effondrement a été cachée depuis plusieurs décennies par un ensemble d'artifices. La combinaison de la virtualisation croissante de l'activité économique, de l'endettement utilisé comme une source de croissance fictive, et puis, si on s'intéresse à une grille de lecture plus géopolitique, une sorte de confusion savamment entretenue entre un moment dans l'histoire, la croissance de la Chine et de l'Inde comme source de la consommation occidentale, et une réalité structurelle, c'est-à-dire la chute de l'Occident comme pôle dominant dans le monde de l'économie productive. Tout ceci avait fini par fabriquer une espèce de, on peut définir ça comme ça, une image en trois dimensions artificielle à l'intérieur de laquelle nous avons évolué depuis plusieurs décennies. Et ce qui se passe depuis 2007, c'est que la panne progressive de l'hologramme fabriqué par cette combinaison est en train d'entrer dans sa phase aiguë. L'hologramme est en train de grésiller, il tomblote. Il est encore en état de fonctionnement, mais on devine déjà qu'il va se dissiper. Et quand il va se dissiper, ce qu'on va voir derrière, c'est l'effondrement civilisationnel, le coup d'État et la crise du sens. Depuis 2007, les dirigeants font semblant de diriger un système encore vivant. Mais en réalité, il est mort. Depuis 2007, nos dirigeants maintiennent coûte que coûte l'hologramme. Quand il y a une petite hologramme qui commence à s'évanouir, vite, on va aller chercher un peu d'énergie dans une autre partie pour maintenir l'illusion. Mais on approche du moment où l'hologramme va disparaître. Il va révéler le réel. Et c'est pourquoi le moment de décision approche. Parce que quand l'hologramme disparaîtra, le réel de l'effondrement civilisationnel, du coup d'État, de la crise du sens, eh bien, ce réel obligera à prendre de vraies décisions. Donc cet hologramme est en train de se dissiper. C'est pourquoi le moment de décision approche. Pour quand exactement ?
À mon avis, le moment de décision, ce sera quand les cautions en dernier recours de la construction financière vont reconnaître leur incapacité à garantir les masses d'actifs fictifs qui constituent en fait l'essentiel des actifs comptabilisés aujourd'hui dans les livres de compte des États, des entreprises et même des particuliers. Et ça, je pense que c'est une affaire de mois, au plus 1 ou 2 ans, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Après, l'effondrement de ces cautions en dernier recours ne sera pas forcément instantané. Il peut lui-même s'étaler sur quelques années. Mais on approche du moment où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire du moment où il y a des pans de l'hologramme qui vont commencer tout simplement à se dissiper. Alors je me mouille peut-être un peu trop en disant cela. Il faut garder en tête, dès qu'on parle d'éléments comptables aujourd'hui, que le système nous communique des informations totalement biaisées. C'est très difficile de faire une prévision précise sur le scénario exact de la façon dont l'hologramme, en quelque sorte, va se dissiper. C'est très difficile parce que le système communique des informations comptables totalement biaisées. Il faut se souvenir qu'on est quand même dans un monde où, quand M. Bernanke va devant le Congrès des États-Unis, et où on lui demande d'expliquer des mouvements qui portent sur des milliers de milliards de dollars, il refuse d'expliquer. Alors vous imaginez bien que dans ces conditions, pour savoir exactement, techniquement, à quel moment les défaillances vont être constatées, c'est difficile. Mais il semble qu'on soit proche de la rechute décisive, de l'instant où, après que les États ont sauvé les banques, les États eux-mêmes seront en faillite. Alors, à mes risques et périls, sachant encore une fois que l'information dont nous disposons est incertaine, je dirais la Grèce en faillite avant la fin de l'année, l'Italie et ou l'Espagne avant la fin 2012. Pour les USA, je pense qu'il n'y aura pas de faillite avouée, parce qu'on est dans un système monétaire différent. Il reste une souveraineté aux États-Unis, mais elle n'est pas publique. Il y a une souveraineté privée, la souveraineté de la Fed, si vous voulez. Et donc la Fed va utiliser sa souveraineté pour masquer sa faillite. Ce que les États européens qui ont perdu leur souveraineté ne pourront pas faire. Mais même aux USA, en pratique, il y aura une faillite, de fait. Probablement, ça se traduira par une stagflation très dure, peut-être même une hyperinflation, même si ce n'est pas certain. Pour la Grande-Bretagne, c'est très particulier parce que la City joue un rôle spécifique dans le système financier global. Donc sa base territoriale est gérée par la finance globale selon des critères particuliers, opaques. Techniquement, il n'y a aucun moyen de sauver l'économie britannique à ce stade. Ça, c'est une certitude. Dans le domaine de l'économie productive, c'est une catastrophe. Après, dans le domaine de la traduction financière des données économiques, encore une fois, il est difficile d'être très précis à ce stade. Enfin, pour la France, elle va être attaquée prochainement. Les manœuvres préparatoires à cette attaque ont été déclenchées. Et tôt ou tard, la France sera en situation de défaut technique, parce qu'elle aussi, elle est en réalité virtuellement en faillite. L'organisation de cette faillite française est tout à fait dans les cordes des marchés financiers, c'est-à-dire en fait des institutions, on va dire anglo-saxonnes, disons basées dans le monde anglo-saxon, qui pilotent l'évolution des marchés. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que d'abord, les pays touchés vont connaître une situation plus ou moins comparable à celle de la Grèce actuellement. Une austérité insupportable, soit par disparition de l'État social, soit par une fiscalité écrasante, soit un mélange des deux. Ensuite, les super souverains eux-mêmes, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, se reconnaîtront impuissants, en tout cas dans le cadre de leurs pouvoirs actuels. Donc ce qui va se passer, c'est que pour ne plus être impuissants, pour ne pas cesser d'exister d'une certaine façon, ils n'auront qu'une seule porte de sortie envisageable, étendre indéfiniment leurs attributions.
tout indique qu'ils vont choisir cette voie. Ils ont commencé à le faire. On nous parle de gouvernement économique de la zone euro, gérer l'effondrement civilisationnel, gérer un coup d'État qui ne va pas forcément recevoir l'assentiment de tout le monde. Et puis, gérer une crise du sens qu'on a du mal à formuler, mais qui est au fond du problème. Alors, si on essaye maintenant de se projeter dans cet avenir assez proche, où le coup d'État a eu lieu, si vous voulez, qu'est-ce que peuvent faire les classes dirigeantes? Alors, à mon avis, il y a une chose qu'elles ne feront pas. Ce dont nous aurions besoin, en réalité, on va employer des grands mots, c'est pratiquement de refonder une civilisation nouvelle. Parce que, comme je vous le disais, la civilisation dans laquelle nous vivons est arrivée au bout de son parcours. Mais les classes dirigeantes actuelles sont incapables d'accomplir la révolution mentale nécessaire pour cette refondation. Les individus qui composent ces classes dirigeantes ne sont pas forcément stupides. On peut lire à ce sujet, par exemple, Luc Ferry, ou même Attali, qui est monstrueux par certains côtés, mais qui manifestement a pris conscience des vrais enjeux. Ces individus ne sont pas stupides, mais ils sont inclus dans le fonctionnement d'un cerveau global de ces classes dirigeantes, qui est un cerveau atteint de paraphrénie. Ça tourne en circuit fermé, c'est un autocautionnement. Et ce cerveau global est incapable de se confronter au réel. Il est fou, d'une certaine façon. C'est une dynamique holistique qui dépasse les capacités d'action des individus qui composent le collectif. Donc, il n'y aura pas de refondation civilisationnelle par les classes dirigeantes. Alors, il reste 3 voies possibles dans le cadre de la paraphrénie institutionnelle de nos classes dirigeantes. 3 voies qui visent en fait à sauver une civilisation défunte, on va dire la civilisation capitaliste pour faire simple. Pour moi, ces 3 voies, c'est la dictature sans la guerre, première voie, la dictature avec la guerre limitée, deuxième voie, ou alors la dictature avec la guerre totale, troisième voie. Dans tous les cas, à mon avis, ce qui est au programme, c'est la dictature. Les classes dirigeantes actuelles ne pourront pas faire avaler au peuple le passage à la forme dégradée de l'idéologie du progrès. Cette forme dégradée, comme je vous le disais, visera à sauver le principe idéologique du millénium par l'action de l'humanité sur elle-même, mais en restreignant le millénium aux soi-disant élites. Pour l'élite, le paradis selon Jacques Attali, et pour les autres, l'alignement rapide des classes moyennes et populaires occidentales, en gros sur les standards chinois et indiens, peut être un peu amélioré. Il est impossible de faire avaler ça au peuple européen et américain dans un cadre démocratique. Donc il y aura la dictature. On peut dire crise ou coup d'État, et même on peut enlever le point d'interrogation. C'est un coup d'État. Il va y avoir un coup d'État, il est en cours, c'est inéluctable. Alors évidemment, cette dictature ne sera pas une dictature comme il y en avait jadis. On a, si j'ose dire, beaucoup progressé dans l'art de fabriquer le consentement des populations. Les formes extérieures de la démocratie seront sauvegardées. Mais en réalité, les dirigeants élus ne décideront plus grand-chose. C'est la situation actuelle, mais accentuée. Alors pour occuper le terrain, on laissera à la classe dirigeante élue le sociétal. On va beaucoup discuter de l'adoption par les couples gays, du développement des mères porteuses, je ne sais quoi. Et le sociétal sera bien sûr aussi utilisé dans une ingénierie sociale pour disloquer les sociétés, pour détruire les formes collectives capables de s'opposer au pouvoir. C'est la poursuite des tendances actuelles, mais considérablement renforcée. C'est la seule chose, en fait, que cette classe dirigeante peut faire, à cause du fonctionnement du cerveau global qu'elle constitue. Elle ne peut pas bifurquer. Elle est obligée d'aller toujours plus loin dans la même voie. Donc la gestion des vraies variables va être située au niveau d'institutions technocratiques qui seront en pratique les relais du capital globalisé. On va transformer les super souverains en garde-chiourmes. La BCE va devenir le bras armé d'un gouvernement économique européen piloté par la Commission de Bruxelles.
avec le droit d'encadrer toutes les décisions des ministères des Finances nationaux. Alors on dissimulera ça derrière une rhétorique où on jouera probablement un petit peu les peuples les uns contre les autres. On y est presque déjà d'ailleurs. On a mis l'Allemagne dans le rôle à la fois du bon élève et du méchant professeur, mais il ne faut pas s'y tromper, tout ça c'est un rideau de fumée. Le véritable adversaire n'a probablement pas de base territoriale stable, et s'il en a une, c'est pas Berlin. Ce qui se passe, c'est la confiscation des pouvoirs par un cerveau global des classes dirigeantes qui est devenu fou et qui est pris dans une dynamique holistique à laquelle il n'a aucun moyen de se soustraire. Donc ça, c'est déjà un choix qui est fait, ça sera la dictature. Et la crise, d'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure dans les questions si vous voulez, a manifestement été en partie orchestrée pour servir de prétexte à ce coup d'État. Par contre, il y a une variable sur laquelle il va y avoir un moment de décision, à mon avis, c'est la guerre. Parce que, au-delà du système financier, ce qui s'écroule, c'est une civilisation, c'est la fin du mythe progressif quantitatif. Et cet effondrement, il provient tout simplement du fait que le système industriel contemporain ne peut pas étendre son mode de fonctionnement à une humanité de 9 milliards d'hommes. Si les Chinois, les Indiens consomment comme des Américains, la Terre est plusieurs fois trop petite, tout simplement. Alors on m'objectera peut-être qu'il y a des perspectives technologiques qui peuvent changer la donne. On parlera des énergies nouvelles, de la fusion. À ce stade et sous réserve d'informations nouvelles, je préfère m'en tenir à ce que me disent les ingénieurs et scientifiques de ma connaissance. Au-delà des fantasmes, dans le réel, les contraintes énergétiques et écologiques vont peser de plus en plus lourd. Il reste des marges de progression dans les univers virtuels, mais dans l'univers matériel, le pic pétrolier, à mon avis, est une réalité. On pourra penser par exemple à la levée de toutes les restrictions sur le forage offshore en 2008 par les USA, juste après le début de l'effondrement financier, et juste avant la marée noire dans le golfe du Mexique. Je crois qu'il y a là un enchaînement de faits disjoints, mais cet enchaînement donne à réfléchir. Donc je crois qu'on est vraiment en train de buter sur les limites, on va dire, de la civilisation industrielle capitaliste. Et c'est là que la question de la guerre va se poser. Si vraiment la civilisation de la quantité, de la croissance, est incompatible avec l'émergence d'une humanité entrée massivement dans l'ère industrielle et consumériste, les classes dirigeantes occidentales ont trois options. Accepter cette émergence, et donc gérer l'alignement brutal des niveaux de vie occidentaux sur ceux des pays émergents, pour les masses du moins, refuser cette émergence en essayant de mettre la main sur les ressources en matières premières, les ressources énergétiques en particulier, avant que l'avantage stratégique militaire occidental ait disparu, ou alors, dernière option, détruire purement et simplement les économies rivales par la guerre, éventuellement la guerre totale. En fait, le moment du choix, à mon avis, c'est le moment où il va falloir choisir entre ces trois options. Alors, évidemment, quand on y réfléchit objectivement, ces trois options sont toutes les trois absurdes du point de vue du bien général. C'est pourquoi on peut dire crise économique ou crise du sens. De toute manière, la façon dont le sens est construit dans la civilisation actuelle conduit droit dans le mur. Mais c'est pas grave, comme je vous le disais, le cerveau global des classes dirigeantes ne peut pas sortir de cette façon de construire le sens. La première option, pas de guerre, ça nous mène vers un système où on relègue une grande partie de la population dans la croissance quantitative virtuelle. Parce que c'est là qu'il reste des territoires de croissance. Donc on a une économie de pénurie dans le monde réel, mais une débauche de distraction virtuelle. Alors là, je crois que la question est de savoir si les classes dirigeantes estimeront qu'elles ont les moyens, par le virtuel, de rendre la situation supportable pour les populations. A priori, c'est une piste possible. On peut d'ailleurs la trouver chez des gens comme Zbigniew Brzezinski. Il y a une deuxième option, c'est la guerre limitée pour s'emparer des matières premières. Ça consiste en gros à alléger un petit peu le poids de l'ajustement supporté par les peuples occidentaux, les riches si vous voulez, les peuples riches, en leur réservant
une bonne partie des futures capacités de production ou en tout cas de consommation. Alors là, on est sur une option où il faut s'attendre à une décennie d'opérations conduites un peu sur le modèle de ce qui vient de se passer en Libye. J'ai l'impression que c'est le plus probable. En tout cas, c'est ce vers quoi les classes dirigeantes occidentales semblent être en train de se diriger. En tout cas pour les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et ce pays au statut un petit peu ambigu qu'est Israël, dont on ne sait pas exactement dans quelle mesure il impulse les décisions ou dans quelle mesure il n'est qu'un centre associé. Enfin, il y a une troisième option, la guerre totale. Ça peut d'ailleurs être une option non choisie d'une certaine façon, une option forcée, si la guerre limitée dérape. Parce qu'il n'est pas du tout certain que les Chinois et les Russes vont accepter 10 opérations à la suite sur le modèle libyen. Une, ils ont avalé, probablement parce qu'ils espèrent que les Occidentaux vont s'enliser en Libye. 10, c'est pas sûr qu'ils avalent. Évidemment, c'est impensable une guerre totale aujourd'hui, mais il faut garder en tête que d'abord, on ne sait pas tout sur les armements stratégiques dont disposent les armées contemporaines. On nous dit ce qu'on veut bien nous dire en la matière. Et puis, on ne peut pas non plus exclure une décision allant dans le sens, si vous voulez, d'une diminution brutale de la population mondiale, par un mélange de guerre interétatique et de guerre civile métalocale, sur le modèle qu'avait esquissé Huntington dans le choc des civilisations, mais appliqué sans la finesse de Huntington, par des brutes néoconservatrices. Alors attention, je ne dis pas que c'est le plan. Je dis simplement qu'il faut avoir conscience du fait qu'il peut y avoir des gens dans les milieux dirigeants qui ont ce type de plan en réserve. Parce que nous savons que ces gens ont l'idéologie pour justifier ces plans. Il faut se souvenir ici que le capitalisme est, depuis l'origine, une entreprise de prédation d'une partie de l'humanité sur le reste de l'humanité. Et il faut se souvenir aussi que dans le monde de demain, au fond, les masses ne servent plus à grand-chose du point de vue de leur maître. Donc on ne peut pas exclure complètement cette troisième option. Ça donne une idée de la gravité, en fait, du moment, ce moment de la décision, que nous sommes en train de vivre ou que nous nous apprêtons à vivre. Voilà. Alors j'en ai presque fini de cette introduction. Et en guise de conclusion, je voudrais dire aussi que ce moment de décision pour les classes dirigeantes, ça va aussi forcément être un moment de décision pour nous tous. Il s'agira aussi de savoir que faire, que pouvons-nous faire, nous, petits occidentaux de base, petites puces, confrontés à cet éléphant impérialiste qui charge droit devant lui. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas le défier dans un combat frontal. Il n'y a pas de combat frontal entre une puce et un éléphant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Deux voies sont possibles, la soumission ou la révolte. Alain Soral dit la révolte des nations ou la gouvernance globale. On peut tout à fait poser le problème ainsi. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolte des nations, en Europe du moins, ne prendra certainement pas une forme révolutionnaire du passé. Les peuples tunisiens et égyptiens, par exemple, ont pu récemment se débarrasser de leurs dictateurs, sans d'ailleurs se débarrasser forcément du principe de la dictature, et ils ont fait ça en suivant un schéma révolutionnaire très classique, très 1789. Mais ce sont des peuples jeunes, avec beaucoup de jeunes gens qui sont précisément à l'âge où on fait les révolutions. Et ces peuples jeunes étaient confrontés à des dictatures, si j'ose dire, à l'ancienne. Donc on est dans un modèle ancien, avec une pyramide démographique où il y a beaucoup de gens qui sont en âge de descendre dans la rue pour jeter des pavés, et un pouvoir qui s'impose par la force. Chez nous, c'est très différent. D'abord, nous sommes des peuples vieux. L'âge moyen en France, c'est 40 ans. Dans certains pays européens, c'est encore plus élevé. Or, à 20 ans, on fait la révolution dans la rue, mais à 40 ans, c'est différent. Donc si par révolte des nations, on imagine des foules dans la rue et une émeute qui prend d'assaut l'Élysée, honnêtement, je n'y crois pas. Dans nos pays occidentaux, les capacités du pouvoir à préempter toute forme de contestation ont, je crois, atteint une sorte de quasi-perfection.
La fabrique du consentement est, si vous voulez, une usine zéro défaut. Avant même que vous ne pensiez, mes chers amis, le pouvoir a déjà implanté en vous les catégories qui prédéterminent votre pensée, et c'est tout un travail à accomplir sur soi pour se libérer de ce conditionnement. Nous sommes arrivés au point où le pouvoir connaît le peuple mieux que le peuple ne se connaît lui-même. L'ingénierie sociale que nous subissons dans ces conditions est très perverse, et c'est bien plus fort que les dictatures à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut considérer que c'est foutu et qu'il n'y a plus qu'à se soumettre? Je ne crois pas. Je pense qu'une révolte est possible, mais je crois qu'elle doit adopter une forme de rébellion postmoderne pour affronter des dictatures postmodernes. Je crois qu'il y a un point crucial à prendre en compte. Bon, il y a des monstres, des psychopathes parmi les individus qui forment nos classes dirigeantes, mais comme je vous le disais, il n'y a pas que cela. Je pense que les individus qui forment nos classes dirigeantes ne sont pour la plupart pas mauvais en tant qu'individus, percés si vous voulez. Je pense que c'est le cerveau global qu'il forme qui est mauvais, parce qu'il est fou. Mais c'est lui qui rend mauvais les individus qu'il intègre. Donc je pense que la clé, c'est de construire une alternative à ce cerveau global, pour que les individus qui se trouvent à l'intérieur du système, et parfois à de hauts niveaux de responsabilité, puissent penser autrement. Une grande partie des oligarchies actuelles vient du monde d'avant, du monde de la démocratie, ou en tout cas de l'essai de démocratie, du monde de la nation, de la patrie. Par exemple, les officiers de l'armée française n'ont pas fait Saint-Cyr pour défendre Lazare Frères et Goldman Sachs. Une partie non négligeable des grands corps de l'État est malgré tout restée à peu près saine. Je pourrais d'ailleurs, si je ne craignais pas de nuire aux intéressés, vous citer des polytechniciens qui pensent à peu près comme moi. Bon, des énarques, non, il n'y en a pas. L'ENA, apparemment, ça ne pardonne pas. Mais il y a des polytechniciens qui peuvent penser comme moi. Alors, bon, si on revient à ce moment-là au fond du débat, il est temps de conclure. À un moment, il faut sortir de l'analyse et entrer dans la proposition d'action. Donc voilà tout simplement ce que je propose. Je pense qu'il faut former un cerveau global parallèle. Un cerveau global de la dissidence, si vous voulez. Un cerveau global qui, lui, sera capable de résoudre la crise du sens, en inventant une nouvelle façon de construire le sens dans les systèmes fédérateurs. Et je suis persuadé que nous pourrons compter sur une certaine tolérance de la part des individus qui forment les classes dirigeantes si nous allons dans cette direction. Parce qu'il se trouve certainement parmi eux beaucoup de gens qui se rendent compte du caractère monstrueux du monde qu'ils sont en train de produire collectivement. Et donc il faut être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur des classes dirigeantes occidentales, et il faudra savoir pousser les monstres à se dévoiler pour que les individus sensés prennent la mesure des risques que l'humanité affronte. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut jouer. À mon avis, c'est la seule lueur d'espoir, mais elle est réelle. Il ne faut pas se mettre contre le système, parce que si vous vous mettez contre le système, vous serez écrasé. Il faut être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur des classes dirigeantes, et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer en Occident. Donc toute la question, à mon avis, pour le moment de la décision, c'est de savoir ce que nous allons décider pour fabriquer en quelque sorte l'identité d'un cerveau global dissident. Et c'est sur cette question que je conclurai. J'attends maintenant vos questions en espérant avoir ouvert le débat. Peut-être une première question pour commencer, c'est j'ai remarqué que sur le site Scriptoblog, il y a un livre qui est en vente depuis peu de temps, qui est un livre qui est un manuel de survie qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique et qui est signé par quelqu'un qui s'appelle Piero San Giorgio. Alors peut-être que Michel Drac pourrait commencer par dire un mot de ce livre, puisque ça permettrait donc de continuer sur la question de la réaction individuelle à cette catastrophe qu'annonce Michel Drac, mais pas seulement Michel Drac. Oui, c'est un livre qui est écrit par quelqu'un que nous avons rencontré en commençant à faire ce que nous prenons. Je dis nous parce que il y a un petit groupe maintenant quand même qui s'est formé autour de Scriptoblog. C'est un monsieur qui est un citoyen suisse,
Et je vais vous dire tout simplement comment ça s'est passé. Nous lui avons montré ce que nous faisions. Donc il nous a dit très gentiment, c'est bien, vous avez de bonnes idées. Au niveau de la réalisation, vous en êtes vraiment au tout début. Et puis il nous a dit, nous en Suisse, on fait ce qu'on peut. Venez voir ce que nous avons fait. Donc on est allé voir, et là effectivement on a compris que nous on en était au tout début. C'est intéressant la Suisse parce que c'est un pays où les citoyens sont encore vraiment des citoyens. Ils ont vraiment des débats. C'est plus la Suisse du temps jadis, hein, ça se dégrade comme tout le reste. Mais enfin, ils tiennent le coup beaucoup mieux que les autres, visiblement. Et c'est beaucoup plus facile pour eux de commencer à rentrer dans ces logiques-là. C'est-à-dire que, pour reparler de la notion de cerveau global, le cerveau global construit par la population suisse est encore autonome par rapport au cerveau global construit par les oligarchies. Et alors, Monsieur San Giorgio nous a montré ce qu'ils avaient fait, et puis il nous a dit qu'il envisageait de publier un manuel pour aider les gens à faire pareil. Donc on lui a dit, ça tombe bien, on est une maison d'édition. Donc il nous a montré la maquette, il nous a montré ce qu'il avait fait, on lui a dit mais c'est très bien. Bon, évidemment, c'est pas le remède miracle, hein, c'est-à-dire qu'il suffit pas de lire ce livre pour s'être mis à l'abri, mais c'est sûr que si beaucoup de gens lisent ce livre et appliquent au moins une partie de ce qui est préconisé par Piero San Giorgio, on aura bien travaillé. Ça fera beaucoup de gens déjà qui se seront protégés par rapport au risque d'effondrement. Ça fera beaucoup de gens qui ne dépendront plus de la machine d'État. Et la première chose à faire quand vous voulez combattre quelqu'un, c'est de ne pas être tenu en dépendance par lui, éventuellement. Donc c'est un livre, à mon avis, on pourra en contester certains aspects. Avant de rencontrer Piero San Giorgio, je pensais être le type le plus catastrophiste qui soit. Maintenant, je sais qu'il y a des gens encore plus catastrophistes que moi. On pourra contester. Lui pense que l'effondrement industriel est très proche. Et que, si vous voulez, il est un petit peu inscrit sur les thèses de quelqu'un comme Rupert aux États-Unis. Moi, je ne sais pas si on est aussi proche que ça. Je pense que les chiffres dont on dispose sont de toute façon truqués dans tous les sens, donc c'est très difficile d'être catégorique. Mais dans les grandes lignes, à mon avis, en tout cas, son diagnostic est plausible. Et puis à partir de là, il propose une façon de se mettre à l'abri, de façon concrète, en insistant beaucoup sur le lien social. C'est quelqu'un qui a très bien compris que même si les individus peuvent faire beaucoup de choses pour eux-mêmes, à un certain moment, si ce sont des individus isolés, ils ne tiendront pas le choc. Donc, d'une certaine façon, pour moi, Piero San Giorgio, c'est un petit peu la pointe de l'avant-garde de ce qui pourrait être un jour ce cerveau global alternatif. Je vais relayer une question de Patriote il pose la question il fait remarquer, il vous demande si vous êtes d'accord avec lui. Est-ce que vous estimez que nous entrons donc avec cette crise économique qui, comme vous le disiez, est également une crise de sens? Estimez-vous que, comme lui, que nous arrivons dans une période de fin des temps ou du dernier choix, alors selon un vocabulaire sans doute empreint de religion? Alors, on entend énormément de choses sur le plan religieux depuis quelque temps. Et je dois vous avouer qu'on entend souvent des choses personnellement qui me laissent un petit peu dubitatif. Je me méfie instinctivement des discours religieux.
Bon, il se trouve que je suis protestant. De ce fait, je me suis intéressé à ce qui s'est passé aux États-Unis depuis quelques décennies dans le monde protestant américain. Le tableau est effrayant. Il y a une sorte de dislocation du cadre conceptuel du discours religieux. Alors on va chercher des bouts ici ou là pour refabriquer en quelque sorte une religion en kit, presque je dirais adaptée à l'actualité. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je crois que très souvent le seul discours religieux vrai, c'est le silence. C'est pas pour rien que, en général, les moines n'ont pas le droit de parler sauf à certaines heures de la journée. Et cette débauche de mots, d'expressions, ça fait bizarre. Ça fait d'autant plus bizarre d'ailleurs que maintenant ça a contaminé l'Europe, y compris le monde catholique européen. Et je trouve pas ça très bien. Je pense que cette façon de faire descendre le religieux dans l'interprétation de l'actualité, comment dire, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je suis très très prudent sur tous ces discours. Cela étant, ce qui est vrai, c'est que nous vivons un moment qui intègre indiscutablement une dimension apocalyptique. D'ailleurs, j'avais co-signé il y a quelques années un bouquin, un roman, où on s'était un petit peu amusé comme ça, on avait intitulé ça Eurocalypse, à montrer comment il y avait une dimension effectivement apocalyptique dans ce qui se passait. Mais, si j'ose dire, on a pu se prendre au sérieux sur le plan de ce que nous disions sur l'actualité, on ne s'est jamais pris au sérieux sur le plan de l'interprétation de la Bible. On ne s'est jamais pris au sérieux sur le plan de l'exégèse. L'exégèse, c'est quelque chose qui commence de façon sérieuse chez des gens qui ont lu en fermant leur gueule pendant 20 ans. Hein, bon. Il y a une dimension apocalyptique, ça c'est vrai. Alors toutes les époques ont inclus toujours des petites apocalypses. D'ailleurs, une des interprétations possibles de l'Apocalypse, c'est qu'elle n'est pas à la fin des temps, qu'elle est la fin du temps, c'est-à-dire qu'elle est ce qui est en surplomb du temps. Mais c'est vrai que notre époque est particulièrement apocalypse parce qu'effectivement, là on vit un moment où, pour la première fois, quelque chose de vraiment global est vraiment en train de s'écrouler. Je trouve que c'est pas productif de ramener ça à l'hypothèse en quelque sorte de la fin des temps. De toute façon, si j'ose dire, ça c'est l'affaire de Dieu. La distance entre lui et nous est infinie. Nous ne pouvons pas comprendre, nous n'avons pas à chercher à comprendre, nous sommes là pour servir. Si on admet que c'est la fin des temps, alors pourquoi se bouger? De toute façon, si c'est la fin, il n'y a rien à faire. On ne va pas différer la fin en allant contre la volonté de Dieu, ça n'existe pas, ça. Donc ça n'est pas productif. Après, on peut tout à fait, évidemment, montrer qu'il y a, derrière le discours religieux proprement dit, dans l'histoire, des interprétations historicistes. Et là, on peut tout à fait ramener ce qui se passe actuellement à certaines de ces interprétations historicistes. Mais il y a une méthodologie à suivre, si vous voulez. Donc, dire oui, c'est la fin des temps, etc., non, ça c'est pas de le dire. Par contre, on peut dire
il y a dans l'Apocalypse un certain nombre de passages qui s'appliquent de façon troublante à notre temps. Et donc on peut dire qu'il y a une dimension apocalyptique, mais je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Très bien, merci beaucoup de réponse. Alors c'est mon camarade Avanoman qui va cette fois poser la prochaine. Voilà. Oui, donc une question en fait d'Ave Mega, donc qui est un auditeur fidèle mais qui n'a pas pu venir ce soir. Donc je relis sa question. Il te demande si tu pouvais expliquer un petit peu plus la guerre de cinquième génération. Et il te demande notamment si tu ne trouves pas que c'est finalement se fondre dans les armes que nous donne le système. Par exemple, le réseau de dissidence sur le net, c'est une bonne chose, mais est-ce que le système n'a justement pas là trouvé un moyen de canaliser pour éventuer nos éventuels débordements réels? Donc il dit que tu en parles un petit peu dans Choc et Simulacre notamment, mais qu'il aimerait que tu expliques un petit peu plus. Voilà, donc je te laisse le micro. Je crois effectivement que Internet peut être un piège. Je suis frappé de voir que on rencontre maintenant des gens, c'est très drôle d'ailleurs, à qui on demande concrètement qu'est-ce que tu fais et c'est une réponse qu'on m'a vraiment faite. Il y a un type qui m'a dit: moi je fais de l'action militante, je poste tous les jours au moins un commentaire sur F de souche. Ah, bon. Effectivement, il y a un risque de se faire enfermer dans la virtualisation. Cela dit, la guerre de cinquième génération, c'est pas aller poster des commentaires sur F de souche. La guerre, on a avec un monsieur qui a préféré rester anonyme de par ses engagements politiques par ailleurs, qui a signé M. Thibault et Serge Ayoub, on a réfléchi autour de ce concept de guerre de cinquième génération parce que c'était intéressant de faire travailler ensemble quelqu'un qui vient plutôt, on va dire, ce que moi j'aurais tendance à appeler la vraie gauche, et quelqu'un qui vient historiquement de milieux qu'on a classés à l'extrême droite. Et puis c'était intéressant de faire travailler ensemble quelqu'un qui est un théoricien et puis quelqu'un qui est un homme de pratique, donc on a un peu regardé ce qu'il en sortirait. La notion de guerre de cinquième génération vient évidemment en réponse à une autre notion qui est la guerre de quatrième génération. Qu'est-ce que c'est la guerre de quatrième génération ? C'est un concept qui a été forgé à la fin des années 80 à West Point et qui décrit les guerres du XXIe siècle comme des guerres totales impliquant toutes les sociétés sur tous les plans, avec un objectif central: pénétrer le cerveau global du camp adverse. On vient d'ailleurs probablement d'assister en Libye à la première opération de guerre de quatrième génération complète. Ça a été une guerre de l'information et même plus profondément, ça a été une guerre sur le sens de l'information. Ça a été une guerre électronique de très haut niveau. L'image de l'opération qui a été renvoyée aux cibles de la communication a parfois été reconstruite complètement. Je crois que c'est la première fois. Il ne faut pas avoir d'illusions, ça a marché. Une grande partie de la population française ne sait pas que tout ce qu'on lui a dit sur la guerre de Libye est faux. Une grande partie de la population française ne sait pas que, en réalité, la France vient de commettre un massacre colonial, abject, pour le compte d'ailleurs d'intérêts qui ne sont même pas français.
Idem, la communication déployée vers les Libyens eux-mêmes. Ils ont été manipulés et l'OTAN a réussi cet exploit. Il faut d'ailleurs reconnaître que sur le plan purement de la technique, c'est un exploit, c'est très fort, de disloquer complètement une société en 6 mois. Même pas. Alors la guerre de 5e génération, qu'est-ce que c'est? C'est pas aller poster des commentaires sur F de souche. C'est faire en sorte que le cerveau global que nous constituons, nous, les gens qui font la société, soit plus fort que ces tentatives d'intrusion, de destruction, de déstructuration, du lien social, cette espèce de machine, passez-moi l'expression, à vous embrouiller. Ça ne passe pas uniquement par l'information, d'ailleurs ça passe aussi par le lien social dans le réel. Ça passe par la conduite de projets communs. Ça passe par la fabrication progressive d'un espace mental collectif, si vous voulez, qui est si bien prise avec la réalité vécue par la population qu'on ne peut plus interposer des mécanismes de déstructuration du sens entre cette réalité et la population. C'est un travail de réinformation, mais c'est aussi un travail je dirais, de changement de l'attitude qu'adoptent les gens quand ils reçoivent une information. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de jouer sur le terrain d'adversaire? Oui, mais on ne peut pas faire autrement. La guerre qu'on nous fait est une guerre cognitive. Elle est très subtile. Elle peut passer par des ruses, je dirais presque inconcevables, pour le commun des mortels, pour les gens qui ne font pas partie des réseaux qui organisent cette guerre. J'entendais récemment sur une vidéo Monsieur Thierry Messant expliquer la fondation d'Al Jazeera, expliquer que en fait Al Jazeera a été financé au départ par des capitaux, on va dire, liés à Israël. Et que, au départ, c'était fait dans la perspective des accords d'Oslo, mais qu'ensuite ça a dérivé, et c'est devenu une machine à déformer l'esprit des populations cibles, c'est-à-dire les populations arabophones. Thierry Messant ne fantasme pas du tout. J'ai, il y a quelques années, eu la chance de pouvoir discuter longuement avec un monsieur qui s'assumait d'ailleurs comme étant un Sayan, un agent bénévole du Mossad, si vous voulez, qui était un monsieur qui était membre du Bnei Brit, qui avait un très bon niveau d'information, et on a discuté parce que c'était un petit peu le moment, si vous voulez, où les gens qui fréquentaient les milieux nationalistes français et les gens qui se trouvaient insérés dans les réseaux pro-Israël se sont dit, là, étant donné ce qui se passe, il s'agit de savoir comment on va se positionner les uns par rapport aux autres. Donc il y a eu une discussion, et ce monsieur m'a tout à fait expliqué que quand on mettait une présentatrice vêtue de façon tout à fait simple, mais jolie, sur Al Jazeera, c'était pas un hasard, c'était une façon d'habituer les arabophones à recevoir l'information dans un certain cadre, associé à un certain nombre d'images. Voilà. La guerre de 4e génération, c'est ça, c'est subtil, c'est fin, et à la limite, c'est l'accomplissement du rêve de Sun Tzu, si vous voulez, puisque en cible, on est dans une situation où on n'a même plus besoin de faire la guerre, puisqu'on prédétermine la pensée de l'adversaire.
Et la guerre de 5e génération, ça consiste à inventer une façon de construire le sens collectivement où on ne puisse pas nous planter dans la tête les catégories qui servent à construire notre pensée. Alors bien sûr, on joue sur le terrain de l'adversaire, mais on joue sur le terrain de l'adversaire parce qu'il choisit le terrain. C'est lui qui est l'attaquant. Il faut faire avec. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, merci beaucoup de cette réponse. Alors, je vais dans un premier temps relayer une question qui sera en fait une sorte d'association de deux questions que m'ont posé des auditeurs, enfin que les auditeurs souhaitaient qu'elles soient relayées. Alors, dans un premier temps, n'est-il pas trop tard pour organiser ce que vous appelez donc le cerveau collectif de la résistance? D'autant que, semble-t-il, d'après vos propos, il faille y ajouter ou y inclure une dimension spirituelle au sens fort. Merci. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire déjà. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il est trop tard, on ne fait rien. Donc à un moment, il faut, je dirais, partir du principe qu'il n'est pas trop tard. Ensuite, comme je vous le disais dans mon introduction, alors malheureusement elle a été un petit peu hachée. De toute façon, j'avais préparé un texte de support, je le mettrai sur le site Scriptoblog, les gens pourront aller le voir s'ils n'ont pas réussi à suivre avec les nombreuses interruptions. Comme je vous le disais, il y a un point faible dans notre adversaire. Son point faible, c'est que, tout simplement, les individus qui constituent le cerveau global des classes dirigeantes actuelles ne sont pas nécessairement mauvais en eux-mêmes. Le fond du travail, c'est de commencer à construire une alternative pour faire apparaître une alternative, pour que ça devienne pensable qu'il y a une alternative, et de la rendre crédible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris à un haut niveau maintenant, qui sont tout à fait capables de se réveiller. Donc il ne faut pas être désespéré. Les officiers de l'armée française, encore une fois, n'ont pas fait Saint-Cyr pour défendre Lazare Frères et Goldman Sachs. J'en connais certains, des officiers, des sous-officiers, des simples soldats. Je souhaite bien du plaisir au pouvoir qui voudra un jour les faire tirer sur le peuple français. Bien du plaisir. Et dans toutes les fonctions de direction, dans le public, dans le privé, il y a des gens, et parfois à un niveau élevé, qui commencent à tiquer, à se dire non mais on va où là? On fait quoi là après? La clé de la situation, c'est de commencer à préparer les alternatives, de commencer à incuber, si vous voulez, le discours qui portera ces alternatives à l'extérieur du cerveau global constitué par les classes dirigeantes. Et à un moment, ce discours pourra contaminer le cerveau global des classes dirigeantes. C'est là, si vous voulez, que la G5G bat la G4G. C'est pour ça qu'il n'est pas trop tard pour agir. Après, pour la dimension spirituelle, effectivement, moi je crois que derrière, si vous voulez, tout l'effondrement qui est en train de se produire, il y a la révélation, d'une certaine façon, d'une faillite spirituelle. Il faut quand même s'arrêter à un moment et se souvenir que une grande partie de ce que nos contemporains considèrent aujourd'hui comme souhaitable
aurait été vu comme un avilissement, voire comme une torture, il y a quelques siècles. Quand je vois, si vous voulez, des gens dont la vie consiste en gros à se faire littéralement exploser les tympans avec de la musique, pas de la musique si on peut appeler ça de la musique, je ne peux pas m'empêcher de me dire à chaque fois, mais il y a seulement 100 ans, faire entendre cette musique-là à ce niveau-là de décibels, ça aurait été vu comme une agression. Et les gens se l'infligent à eux-mêmes. Hein, ce sont quand même des comportements qui révèlent un besoin de remplir un vide. Quand on a un flux mental qui fonctionne, on n'a pas besoin de se remplir la tête avec du bruit. C'est bon, je prends un exemple parmi d'autres, mais il est assez, comment dire, visuel. On voit de quoi je parle. Maintenant, effectivement, ce vide, à un certain moment, la question clé, c'est à la place du vide, on met quoi? Hein, c'est là que se trouve la question clé de l'identité finalement de ce cerveau global de la résistance. La résistance au nom de quoi? Bon. Moi, je crois, si vous voulez, que les formes religieuses du passé ne reviendront pas. Peut-être je me trompe, hein, mais je crois que ça ne reviendra pas. Je pense que la religion, il y a deux choses. Il y a la façon dont Dieu parle aux hommes à travers le monde, et ça ne change jamais. Et puis il y a la façon dont les hommes reçoivent le message, la posture qu'ils doivent adopter pour recevoir le message, et ça change tout le temps. Aujourd'hui, il faut inventer cette posture. Bien. Alors je disais que ce qu'il faut, à mon avis, trouver, c'est la posture qui permet de recevoir ce message. Encore une fois, j'aime pas trop m'aventurer sur le terrain de la religion parce qu'il y a des gens, en quelque sorte, dont c'est le métier. Et comme c'est la question clé, il faut l'aborder avec beaucoup de prudence. Mais si vous voulez, pour donner une image, pour illustrer mon propos, je pense que il faut comprendre que Dieu parle aux hommes à travers le monde, toujours de la même façon. Mais l'homme, lui, change. Un homme analphabète, qui vit dans un monde stable, très cyclique, un paysan, si vous voulez, du haut Moyen-Âge, il ne reçoit pas le message de Dieu de la même façon qu'un homme alphabétisé du XIXe siècle qui vit dans une société industrielle. Et aujourd'hui, un homme qui vit à travers les réseaux sociaux, qui vit à travers Internet, entre autres, ne reçoit pas non plus le message de la même façon. C'est la posture qui permet de recevoir le message qu'il faut trouver. Effectivement, c'est la question clé. Là, moi, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais déjà, si on formule correctement la question, peut-être on aura plus de chances de trouver la réponse. Je ne peux pas en dire plus. Très bien. Merci de votre réponse. Alors, vous dites tout à l'heure que les peuples occidentaux sont plus âgés que les peuples arabes, par exemple, qui viennent de se... Pour certains d'entre eux qui viennent de se révolter.
bien que ça puisse être manipulé, etc. Bon. Et donc dans ces peuples occidentaux, quelqu'un posait tout à l'heure la question de savoir, est-ce que vous pensez que tout de même la paupérisation des classes moyennes et l'appauvrissement généralisé puisse permettre tout de même une révolte, bien que vous disiez tout à l'heure que vous n'y croyez pas beaucoup? Il va y avoir des mouvements de révolte. On le voit très bien en Grèce. Mais après, ça donne quoi? Bon, on descend dans la rue, on jette quelques pavés, on brûle une voiture, et après. Il n'y a pas la masse critique pour renverser le pouvoir. Il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus fin. Il a en face de lui une population où la proportion de gens, si vous voulez, qui ont l'âge de descendre dans la rue est assez faible. Alors oui, bien sûr, il y aura des mouvements de révolte. Il est même possible d'ailleurs qu'il y ait localement, ponctuellement, de véritables révoltes nationales, en quelque sorte complètes, momentanées. Mais et après, il se passe quoi? On imagine par exemple, bon, les Grecs explosent. Les Grecs explosent complètement. Il y a une foule en folie qui déferle vers le palais, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin l'équivalent grec du palais de l'Élysée. Les cordons de police cèdent, parce que je ne sais pas si les policiers grecs seraient vraiment prêts à user d'armes létales sur leurs concitoyens, c'est pas évident quand même. Je pense que les types, c'est aussi eux-mêmes des citoyens, donc ils doivent quand même avoir ils doivent se poser des questions. Et voilà, la foule entre dans ce palais. Jadis, quand vous preniez un palais, vous preniez le siège du pouvoir. Là maintenant, vous prenez quoi? Bon, vous prenez un lieu. Alors, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez attraper un ou deux profiteurs et les prendre au réverbère le plus proche. D'accord. Et après? Et après, il se passe quoi? Après, il se passe quoi? Le système a placé la Grèce, par exemple, dans une situation qui est bien révélatrice. D'où elle vient, la crise grecque, en réalité? Elle vient du fait que les Grecs sont terriblement dépendants de choses qui sont produites hors de Grèce. Ils veulent, en fait, pouvoir continuer à profiter d'un certain nombre d'avantages liés au commerce international. Donc finalement, ils sont en train de défendre le système. Ils veulent pouvoir continuer à consommer d'une certaine façon. Il faut quand même avoir, à un moment, le courage de regarder les choses en face. Bien entendu, ça ne veut pas dire que leur révolte est illégitime. Elle est parfaitement légitime compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont placés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne peut déboucher sur rien. Et si demain il se passe la même chose, même dans un pays beaucoup plus important, beaucoup plus clé que la Grèce, disons la France par exemple, et après on fait quoi? Vous savez, l'autre jour je discutais avec un ami qui a beaucoup de sens de l'humour, et justement nous parlions de cette hypothèse. Nous disions comment il faudrait faire pour prendre l'Élysée. Alors il a eu une idée géniale, il a dit en fait, il faut répandre une rumeur sur Internet et dans les banlieues. Il faut dire qu'il y a à l'Élysée une opération spéciale de solde sur les Nike. Les Nike sont à 10% de leur prix. Et là, il y a une foule en délire qui se rue vers l'Élysée, qui balaye tous les cordons de police et qui arrive à l'Élysée. Pourquoi faire? Il n'y a pas de Nike à l'Élysée. Donc il n'y a pas ce que les gens veulent. Bon, c'est une boutade évidemment, mais ça décrit bien la situation. Il faudrait pouvoir fabriquer, si vous voulez,
comme ça, spontanément, dans le cadre d'une révolte, ce cerveau global, nouveau, capable de produire un sens nouveau. Ça marche pas comme ça. Je lisais il y a quelques mois le bouquin de Mélenchon. Il n'a pas que des mauvaises idées d'ailleurs. J'ai des doutes sur sa sincérité, ou encore plus d'ailleurs sur sa liberté. Mais quant au contenu de son bouquin, il n'y a pas grand-chose à jeter. Et il parlait de ce qui s'est fait en Amérique latine, en particulier au Venezuela, avec la construction d'un début d'alternative, effectivement. Mais ça a été possible dans une société vénézuélienne où les cerveaux n'ont pas encore été complètement saturés par la consommation. Chavez, quand il parle aux Vénézuéliens, parle à un peuple qui peut encore le comprendre. Mais moi, je pense très sincèrement, quand je regarde mes compatriotes aujourd'hui, que si on leur offre un Chavez demain, il n'est pas sûr du tout qu'ils le comprennent. Donc je ne crois pas tellement à l'hypothèse de cette révolution de bas en haut. Voilà. Merci beaucoup de votre réponse. Alors, là, on va changer un petit peu de sujet. Je vais relayer une question qui a été posée tout à l'heure, puisque dans les milieux qui sont les nôtres, les milieux, on va dire, dissidents, transcourants, etc., on parle depuis quelque temps assez souvent de racisme. Laurent James, par exemple, en parle, s'appuyant par exemple sur Alexandre Douguin, Christian Bouchet, etc. Alors, est-ce que ça vous intéresse, ce mouvement de racisme? Est-ce que vous croyez peut-être à une alliance des peuples et une Europe qui regarde vers l'Est? Merci. Alors ça, c'est une question importante. Comme je vous le disais, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas à la révolution de bas en haut, pas sous les formes anciennes. Par contre, je pense qu'il est possible qu'il y ait un fractionnement au niveau des classes dirigeantes et que, en particulier, certains blocs de ces classes dirigeantes, prenant conscience du fait qu'il y a des alternatives possibles, prenant en compte leurs intérêts spécifiques, commencent à ouvrir la porte à quelque chose d'autre que ces trois options diaboliques que j'ai évoquées tout à l'heure et qui sont celles où nos classes dirigeantes occidentales actuelles sont en train de nous enfermer. Et là, effectivement, il faut s'intéresser, à mon avis, à deux pays, la Russie et l'Allemagne. Non pas que les élites russes ou allemandes soient géniales ou exemptes de corruption, les élites russes sont très corrompues, les élites allemandes, j'emploie toujours les élites entre guillemets, hein, vous m'avez compris, sont un modèle de correction politique mielleuse absolument insupportable, mais il se trouve tout simplement que ces gens-là, les Russes, tout le monde le sait, les Allemands, c'est moins évident, mais c'est bien le cas, n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les élites anglo-saxonnes, américaines, britanniques, et puis on peut même d'ailleurs maintenant mettre, hélas, les élites françaises, puisque bon, je crois que on peut considérer que notre pays est pour l'instant en tout cas devenu une espèce de caniche de l'Empire anglo-saxon. C'est pas forcément les mêmes intérêts. Ils ont leurs intérêts propres. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression concernant les Russes que le cerveau global, encore une fois j'emploie cette notion, mais je la crois centrale, constitué par les classes dirigeantes russes, est moins enfermé dans la paraphrénie que son homologue occidental. Je ne crois pas beaucoup au rôle de la personnalité dans l'histoire. Donc au-delà de Poutine et de Medvedev et des discussions qu'on peut avoir sur le mérite de l'un ou de l'autre, je crois qu'il y a une constance derrière, ce sont les réseaux du pouvoir, forcés de constater que ces réseaux, depuis 10 ans, se donnent les moyens, en tout cas,
de pouvoir résister quand c'est nécessaire aux agressions occidentales. On l'a très bien vu en Ossétie. Et là, il faut bien dire une chose, même si c'est un petit peu cruel. Il y a des gens qui sont des admirateurs du système qui avait été mis en place en Libye. Je ne sais pas ce qu'il valait, honnêtement, je ne connais pas bien la Libye. En tout cas, sur ce qu'on m'en a dit, ça avait l'air très bien. C'était Jamaïria, je ne sais pas comment on va prononcer. Enfin, il y a une réalité, si vous voulez, c'est que quand l'OTAN s'en est pris à la Libye, il y a eu une résistance héroïque. Il y aura peut-être un enlisement de l'OTAN d'ailleurs. Enfin, l'OTAN a gagné pour l'instant. Quand l'OTAN s'en est pris à la Russie en allant la tester du côté de l'Ossétie, les Russes ont bougé, et après quoi? Et après rien. Rien. C'est-à-dire que tout le monde a vu là qu'à un certain moment, il y avait une force, en tout cas apparemment, devant laquelle l'OTAN recule. Donc même si le système russe est certainement sur bien des plans imparfait, même si c'est un capitalisme, c'est un impérialisme, c'est une alternative, et c'est une alternative crédible. Il a les moyens, éventuellement, de mettre un frein aux appétits de nos classes dirigeantes. Alors, donc je disais à propos de l'Allemagne, c'est intéressant parce que, bon, depuis 1945, l'Allemagne est un pays occupé. Donc à partir de là, c'est un pays dont la marge de manœuvre est extrêmement étroite. Donc il faut bien décoder les signaux qui viennent d'Allemagne parce que forcément ils sont épisodiques, ils sont imparfaits, ça passe sur des petites variations discrètes et puis en plus il y a une caractéristique allemande qui est que là-bas les choses bougent lentement. Hein, c'est un petit peu le contraire des Italiens ou des Français. En France, en Italie, on aime bien bouger d'un seul coup très vite. Et puis on a un peu tendance à bouger souvent. Et chez les Allemands, c'est autre chose. Ça tient à la structure de leur société, à la façon dont ils fonctionnent ensemble. On bouge lentement. Par contre, une fois qu'on a pris une direction, après on n'en change pas beaucoup. Là, depuis quelques années, on voit bien, quand on décode ce qui se passe en Allemagne, que l'époque où la stratégie allemande consistait à se laisser instrumentaliser par les États-Unis pour finalement fabriquer en catimini une Europe taillée dans ce qui arrangeait l'Allemagne, tout en cautionnant la démarche américaine, cette stratégie évolue. Ça va devenir de toute façon de plus en plus difficile pour les Allemands de rester en ligne avec les États-Unis. Le commerce extérieur allemand se redéploie, il est en train de glisser vers la Russie et la Chine. On voit pas très bien avec quel argent les Américains vont pouvoir continuer à financer l'industrie allemande, parce qu'en fait, ça s'est beaucoup joué là-dessus aussi. L'Allemagne est un pays qui est très largement dominé par son économie, et elle a absolument besoin de garder une forte capacité exportatrice. On a pu observer là qu'au moment de la guerre de Libye, les Allemands n'y sont pas allés. Alors ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas officiellement condamné, ils n'ont pas les moyens de toute façon, comme je vous disais, c'est encore un pays occupé. Enfin, ils n'y sont pas allés. C'est pas neutre comme décision. Alors il peut y avoir plusieurs explications. Il y a une explication par le fait tout simplement que Kadhafi était prêt à leur concéder des champs pétrolifères. Il est intéressant de noter d'ailleurs que souvent maintenant, les entreprises allemandes et les entreprises russes fonctionnent en symbiose. Là où les Russes commencent à s'implanter, à préparer, à avoir des concessions en pétrole, on voit les Allemands à côté. Alors il faut surveiller ce qui se passe à ce niveau-là, parce que tout ce qui peut favoriser le fractionnement de la classe dirigeante, tout ce qui peut retarder son unification à l'échelle mondiale et peut-être contribuer à créer des clivages à l'occasion desquels
les fractions de cette classe dirigeante peuvent remettre en cause le processus de fabrication du sens par le cerveau global que constituent ces classes dirigeantes, eh bien c'est bien. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le psychiatre qui guette chez une personne atteinte de paranoïa, de paraphrénie grave, les petits moments de retour à la réalité en se disant on va essayer dans ce chaos mental, de faire émerger une personnalité de plus qui rappellera un peu les autres au réel, et ça peut peut-être guérir le patient. Et il faut regarder. Ça ne veut pas dire que demain, nécessairement, les Allemands vont faire exploser cette machine infernale qui est en train de nous entraîner vers la catastrophe. Je ne crois pas du tout en particulier à la capacité de la nation allemande, si vous voulez, si tant est que ça existe d'ailleurs, ce sera un débat, de fabriquer en quelque sorte elle-même un modèle alternatif. Mais je crois en revanche qu'il y a des fissures, des fractures qui apparaissent entre l'Allemagne et le monde anglo-saxon, et qu'en même temps, il y a un rapprochement de plus en plus clair entre l'Allemagne et la Russie. Et ça peut être le facteur déclenchant d'une grande remise en cause, si vous voulez, de l'ordre international actuel. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, mais bien regarder et essayer de comprendre ce qui se passe. Merci. Vous avez terminé votre réponse? Oui. D'accord, merci beaucoup. Là, on va revenir un petit peu sur la question de la résistance et du cerveau global dont vous parliez. Alors, il me semble que vous avez peut-être effleuré la question, mais vous n'avez peut-être pas développé cette question de la dissidence qui peut se développer, par exemple, dans les communautés autonomes. Après, on peut les appeler un petit peu comme on veut, des communautés sécessionnistes, etc. Alors, c'est Philippe, là, un auditeur, qui demandait qu'on aborde le sujet. Est-ce que vous pensez que ça dérange le pouvoir, enfin, ou les élites, entre guillemets, donc occidentales? Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un développement de ces communautés? Est-ce qu'il peut y avoir aussi une réaction d'oppression ou alors de permission, on va dire, de ces élites vis-à-vis de ces communautés? Merci. Alors, je vais vous répondre en vous disant d'abord qu'on a commencé à tester, puisqu'on commence à faire. Donc, on voit ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est qu'on est surveillé. Et quand vous faites ce genre de choses, vous êtes mis sous surveillance. En tout cas en France. En Suisse, c'est différent, c'est pas pareil. Mais en France, vous êtes surveillé. Ça, on le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en Italie, les Italiens, d'une façon très différente, parce que leur société est très différente, le font déjà sur une échelle remarquable avec Casapound. Quand vous commencez vraiment à devenir sérieux dans ce genre d'affaires, vous avez des ennuis. Ils font face, parce que c'est des gens bien organisés, ils savent faire face. Mais on sait que, effectivement, même si on n'a rien à se reprocher, je veux dire, on n'est pas du tout des terroristes ou je ne sais quoi, mais on sait qu'il faut éventuellement se préparer à ce que certains groupes à l'intérieur des réseaux de pouvoir tentent soit de capter l'initiative, soit de la faire capoter, parce qu'ils n'aiment pas d'une façon générale ce qui s'émancipe, justement parce qu'ils savent très bien que c'est ça la bonne stratégie. Ils le savent très bien. Donc ils n'aiment pas que les gens sortent de la matrice. Donc il faut s'attendre éventuellement à des problèmes. D'un autre côté, nous savons aussi que nous avons des amis, y compris dans l'appareil d'État, y compris dans les réseaux, si vous voulez, chargés de nous surveiller. Donc il ne faut rien faire qui puisse ennuyer nos amis.
Donc il ne faut pas faire de bêtises violentes, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à s'énerver sérieusement, d'ailleurs je les comprends. Mais c'est une erreur. Et il faut avancer progressivement en se laissant, à mon avis, un petit peu mettre sous contrôle pour qu'il n'y ait pas d'affolement. Au niveau de certains réseaux, au niveau de certains groupes. On a l'affaire de Tarnac, par exemple, qui est assez extraordinaire, avec quand même un monsieur qui a fait 6 mois de prison, on ne sait même pas pourquoi, là. Bon, il faut faire attention. On sait qu'il faut faire attention. Cela dit, à ce stade, moi je n'ai absolument aucun élément probant qui me fasse craindre une répression brutale. À ce stade. Voilà, c'est ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, je me souviens que assez récemment, du moins, vous aviez donc parlé de la crise économique assez imminente, et puis que vous aviez répondu à une question. Alors, je ne sais plus quel média exactement vous aviez interviewé. En tous les cas, vous aviez conseillé, par exemple, d'acheter les choses qui avaient, selon vous, enfin, selon vos mots, enfin, du moins à peu près, qu'il fallait acheter du foncier, par exemple, qu'il fallait acheter une terre, une maison, et il ne fallait pas laisser d'argent sur son compte courant. Est-ce que vous restez toujours sur ces positions, pardon, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Alors aujourd'hui, au niveau des différentes classes d'actifs, la situation c'est la suivante. Moi je peux vous dire ce que j'ai fait. J'ai mis une partie en or et en argent. Je l'ai mis avant que ça monte en fait. Ça m'a payé une partie de la terre d'ailleurs. Est-ce que ça peut encore monter? Oui. Oui, à la limite, si vous voulez, il n'y a pas de limite, parce que un des scénarios possibles de reconstruction d'un système financier international, c'est un retour à l'étalon or. C'est peu probable à mon avis, mais c'est pas absurde. Or, étant donné les masses monétaires actuellement en jeu, si on revient à l'étalon or, si vous voulez que l'étalon or puisse couvrir les masses monétaires, il faudrait une explosion de l'or dans des proportions extraordinaires. Et puis ça peut monter aussi tout simplement parce que la panique va continuer à monter. Là, il y a plusieurs milliers de milliards de dollars d'actifs qui sont partis en fumée ces derniers mois, ça va continuer. Et au fur et à mesure, les gens se réfugient ailleurs. En même temps, il ne faut pas tout mettre dans l'or et l'argent pour deux raisons. La première, c'est que il peut y avoir des mouvements de baisse conjoncturelle importants, et en particulier, il ne faut pas trop aller là-dessus si vous ne savez pas à quel moment vous pouvez revendre. Il ne faut pas avoir à revendre en catastrophe. Parce que si vous tombez à un moment où conjoncturellement ça a rebaissé, vous êtes mal. Donc c'est un placement qu'on fait sur le long terme, en sachant qu'on peut ne pas y toucher. Et puis d'autre part, il y a maintenant un risque de saisie. On a l'expérience du passé, on sait très bien que lorsque l'or devient tellement une valeur refuge qu'il est en train en quelque sorte d'avaler les liquidités, l'État peut décider que finalement votre or n'est pas à vous. Ça s'est déjà vu. Il y a déjà eu des processus de confiscation pure et simple, ou alors de confiscation partielle. Il y a eu l'exemple de Roosevelt aux États-Unis en 1933. Là, depuis le 1er septembre, on ne peut plus acheter d'or et d'argent en France de manière anonyme. C'est plus la peine d'aller slalomer dans la rue Vivienne pour aller d'un numismate à l'autre, ça marche plus. C'est pas un hasard, quoi. Je veux dire, s'ils veulent savoir qui a de l'or, il doit y avoir une raison. Et on peut craindre que ce soit pour pouvoir le prendre. Donc il ne faut pas tout mettre là-dedans. Maintenant, cela dit, je pense que ça reste intéressant dans les limites que je viens d'indiquer. Après, il y a les actions. Alors aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus, parce qu'à mon avis, le CAC va continuer à se casser la gueule, il y a des sociétés qui sont sous-cotées. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bonnes affaires. Cela dit, à mon avis, moi je ne conseille pas aux gens d'aller là-dessus,
Parce que comme l'environnement va être extrêmement instable, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, et à moins d'avoir un très bon niveau d'information, c'est trop dangereux. Hélas, si les sociétés françaises voient leurs actions tomber en dessous d'un certain niveau, ce sont les fonds de pension anglo-saxons, ou ce qu'il en restera, qui pourront rafler la mise avec des dollars fabriqués par M. Bernanke. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Alors il reste quoi? Il reste les placements, si vous voulez, qui ont une valeur intrinsèque. Parce que tout ce qui est monétaire, il ne faut pas y aller. Hein. Si vous allez voir votre banquier qui vous suggère un plan épargne retraite, ce genre de choses, alors surtout vous fuyez ça comme la peste. Hein. C'est rempli d'actifs fictifs qui vont disparaître. Il reste le réel, si vous voulez, ce qui a une valeur intrinsèque. Donc le foncier, mais attention, un certain foncier. Pas n'importe lequel. Il ne faut pas aller acheter là où on est encore en pleine bulle immobilière, parce qu'il y a des bulles qui continuent à se former. Mais si vous achetez un foncier qui a une valeur intrinsèque, une ferme, de la terre, ça vaut ce que ça vaut. Il y a aussi tout simplement tout ce que vous pouvez acheter pour vous préparer à une probable période où le coût de l'énergie va être beaucoup plus élevé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très intéressant de fabriquer son électricité soi-même. Mais attendez encore 10 ans, au prix où sera l'électricité dans 10 ans, si vous avez fait un investissement judicieux dans ce domaine-là, à mon avis, vous en trouverez bien. Je connais quelqu'un, c'est intéressant parce que c'est un monsieur qui a tout juste depuis le début. Il a fait très fort, plus fort que moi. Lui, il a carrément acheté de l'or juste avant que ça commence à monter. Avant, il s'était bien placé sur la bulle des actions en 2003 à 2006, je crois, quelque chose comme ça. Et il en est sorti juste à temps pour aller sur l'or juste à temps. Donc c'est quelqu'un manifestement qui voit juste. Et lui, il a acheté récemment des stocks de semences biologiques. Ça se garde très longtemps. Et il pense que le prix des graines de semences biologiques va fortement augmenter dans les années qui viennent. Alors évidemment, ça ne vous permet pas tout ça des rendements mirifiques comme certains produits dérivés. Vous pouvez aussi essayer d'anticiper sur les fluctuations, acheter des options de vente, d'achat, etc. à la bourse. Bon, il y a des gens qui essayent encore. Mais moi, même si je pense qu'il peut y avoir éventuellement des gains à faire là-dessus, parce que une période de krach boursier, c'est l'occasion de faire de gros gains, quand on sait comment ça marche et qu'on utilise bien. Mais j'ai pas du tout envie d'y aller ou de conseiller aux gens d'y aller, ne serait-ce que parce que, si vous voulez, je pense que il est temps de se sortir la tête de ces âneries et que il n'y a pas que l'argent dans la vie en quelque sorte, que revenir aux réalités, c'est pas seulement une bonne affaire financière probable, c'est aussi un moyen de se soigner, de se libérer de certaines pathologies. Donc voilà, de la terre, du foncier là où il n'y a pas eu de bulle immobilière, un peu d'or et d'argent, mais attention, ne mettez pas tout là-dessus, et puis des investissements concrets, pratiques, qui ont une valeur d'usage. Pour moi, c'est la bonne stratégie. Très bien, merci beaucoup de votre réponse. Alors, je vais vous poser une dernière question, puis ensuite je vous laisserai un mot de conclusion. Alors, la question que je vais vous poser, je voudrais de citer quelques
quelques auteurs et quelques titres d'ouvrages qui permettent de comprendre la réalité, notamment sur le plan économique, puisque vous êtes quand même avant tout spécialiste d'économie, même si vous avez d'autres compétences, bien sûr. Est-ce que oui, voilà, quelques noms à la fois d'auteurs et de livres qui pourraient nous aider ou aider les personnes qui écouteront la vidéo en général à comprendre mieux la situation actuelle, en dehors de vos livres, bien sûr, que j'ai cités tout à l'heure. Merci. Alors, grande question. Bon, déjà, on peut écarter, si vous voulez, tout ce qui relève de la propagande du système et de ce qui est contaminé par la propagande du système. Donc, c'est pas la peine d'aller dans une librairie et de demander, de vous intéresser à ce qui est mis en avant dans les librairies aujourd'hui. Passez-moi l'expression, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit de la merde. Alors, maintenant, si vous vous éloignez de tout ça et que vous vous intéressez à des auteurs plus confidentiels, bon, on a un certain nombre de gens en France qui sauvent l'honneur. On peut citer Jacques Sapir, Hervé Juvin, par exemple. Je suis pas forcément d'accord d'ailleurs avec tout ce qu'ils disent, mais ce sont des gens intéressants. Maintenant, si on sort de France et qu'on s'intéresse à ce qui se passe par ailleurs, je pense que c'est intéressant déjà de partir des gens qui ont décrit les problèmes physiques de l'économie industrielle. C'est un bon point de départ pour commencer déjà à mettre les choses en perspective. Donc, on peut citer Richard Heinberg. Il y a un livre en anglais qui est sorti il y a pas très longtemps, je pense qu'il sera traduit en français bientôt, Peak Everything. On peut citer certainement aussi quelqu'un comme, je cherche le nom, excusez-moi, j'ai un trou, Selwyn Parker, je crois, ou quelque chose comme ça, The Great Crash. On peut citer Chris Martenson, The Crash Course. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que il n'y a pas vraiment un penseur quelque part dont je peux vous dire, voilà, lisez-le, vous allez savoir de quoi il retourne. C'est une information éparse, ce sont des thèses parfois contradictoires, mais je pense que le point de départ, c'est ces quelques auteurs que j'ai cités qui ont abordé la question du devenir de la société industrielle, encore une fois sur une planète avec 9 milliards de personnes qui veulent consommer et des ressources limitées. Je crois que c'est le point de départ. Après, il y a la façon dont tout ça se traduit dans le système financier.
la façon dont fonctionne ce système financier dans ce cadre-là. Alors c'est une deuxième étape dans la réflexion. Donc je pense que là, on peut citer en France, par exemple, Éric Laurent, le scandale des délocalisations, c'est pas mal. On peut citer Pierre Jovanovic aussi. Bon, sur le plan religieux, encore une fois, je suis assez dubitatif. Mais sur le plan économique, je suis absolument d'accord avec lui. Là, il n'y a pratiquement pas en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a pas de différence quasiment. Avec son livre sur Black Masters, qui est assez révélateur, assez intéressant. Ça permet de comprendre un petit peu la dimension humaine de ce qui est en train de se passer. On peut citer aussi les gens qui ont écrit sur les systèmes néocoloniaux. C'est très intéressant. Pierre Péan, même si c'est pas de l'économie à proprement parler, mais c'est très révélateur de la réalité de ce qui se passe. Et puis bien sûr, il y a le travail d'André-Jacques Holbeck, La dette publique, une affaire rentable, qui est vraiment un livre, à mon avis, incontournable. Alors sur les événements récents en matière comment dire, sur la façon dont se déroule la crise actuellement, il n'y a pas vraiment de livre aujourd'hui qui vous permette de comprendre ce qui se passe pour une raison très simple. Comme je vous le disais, l'information est truquée. Donc on ne peut pas exactement savoir ce qui se passe. Par contre, il est intéressant de s'intéresser à ce qui s'est passé, aux signes annonciateurs qui se sont produits ces dernières années, qui sont révélateurs, je crois, de ce qui se passe aujourd'hui à grande échelle. Il faut s'intéresser en particulier à ce qui a été écrit sur l'affaire Enron. Elle est très révélatrice de la façon dont fonctionne une économie fictive. Je ne me souviendrai pas comme ça de tête du nom de la personne qui a écrit sur Enron et dont j'ai lu le livre, mais je vous enverrai si vous voulez cette biographie après par écrit. Plus qu'une liste de livres, je crois que ce dont les gens ont peut-être besoin aujourd'hui, c'est d'une méthode. Et la méthode que je suggère, c'est de partir, donc exclure tout ce qui est mis en avant dans les librairies. Voilà, vous allez à la FNAC, vous regardez ce qui est sur les mis en avant à la FNAC, il y a de très fortes chances que ce soit quelque chose à ne pas lire. Et ensuite de partir des gens qui ont écrit sur le contexte général, sur les limites de la civilisation industrielle, Michael Ruppert aux États-Unis par exemple, c'est une première chose pour avoir un cadre général. Puis ensuite de s'intéresser à ce qui se passe au niveau financier et pour ça d'aller souvent chercher des informations chez des gens qui ont écrit sur des épiphénomènes mais qui sont révélateurs. Voilà, je peux difficilement être plus précis. Si vous voulez, je vous enverrai une liste par écrit. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette réponse très complète sur les lectures aujourd'hui, lectures à avoir et lectures à faire. Pardon. Donc, je vais vous laisser je vais vous laisser conclure tout simplement s'il y a une chose que vous auriez aimé ajouter ou voilà. Donc, je vous laisse terminer, Michel Drac. Merci. Non, je suis absolument désolé que visiblement la conférence était un petit peu hachée par des questions techniques. Donc je présente mes excuses aux gens qui sont venus parce que c'est quand même un petit peu de ma faute. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on est en train donc de retaper une ferme au fin fond de la campagne et c'est clair
que c'est merveilleux comme endroit. Par contre, au niveau de la connexion Internet, c'est pas terrible. Voilà. Sans mes excuses pour ça, je ne pouvais pas faire autrement ce soir que d'être ici, parce que j'avais des choses à faire aujourd'hui et demain dans le coin. Merci Michel Drac. En tout cas, c'est nous qui nous excusons parce que c'est nous qui sommes, nous sommes tributaires de la technique, bien sûr, nous aussi, mais ce n'est pas du tout de la faute de Michel Drac, bien sûr. Et puis nous le remercions chaleureusement d'avoir tenu cette conférence et d'avoir répondu aux questions. En tout cas, à très bientôt. Nous espérons. Je vous annonçais donc les prochaines conférences, puisque donc la semaine prochaine nous aurons Omar Djelil, donc qui a fondé l'association LAR, enfin la présence citoyenne avec Stéphane Durbeck, et puis ensuite ce sera Étienne Chouard le 2 octobre, et puis un libre journal de nouveau, et aussi Franck Abed bientôt. Donc en tout cas, une nouvelle fois, merci à vous tous, et notamment à Michel Drac, bien sûr. Au revoir.